Prochaine. Alors je suis toujours avec mes deux invités, avec Samuel Bosch et puis Yuen Koschneck, pour nous parler de cette exposition, hein, La guerre, la côte la Loire-Atlantique se souvient. On est à quelques jours de la commémoration de la fin de la guerre de 14-18, mais c'est aussi le symbole de ce centenaire, hein, de la guerre, de la Première Guerre mondiale que vous avez voulu souligner dans cette exposition. Alors on a vu qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément glorieuses. J'ai envie de dire, déjà, par exemple, les RG étaient très présents. Hein. Les permissionnaires, on les surveillait. Hein. Il ne fallait pas qu'ils fassent n'importe quoi. Oui, effectivement. Je ne sais pas ça s'appelait les RG à l'époque, mais enfin, en tout cas, la préfecture avait donné quelques consignes de surveillance. Il y avait des consignes très claires, effectivement, qui descendaient depuis le ministère de l'Intérieur envers les commissaires de police pour remonter des rapports périodiques sur l'état de l'opinion ou au regard des mouvements sociaux dans les usines, au regard de la manière dont les réquisitions se passaient. Eh bien, on établissait des rapports très précis qui essayaient de sonder un peu l'opinion. Et puis, effectivement, il y a ce cas précis qu'on matérialise dans l'exposition avec le retour des permissionnaires en 1917. Pourquoi fallait-il, justement, à cause des fameuses mutineries de 17, ils avaient peur qu'il y ait de l'information de ce qui se passait réellement sur le front qui transperce, on n'était pas encore dans le multimédia, mais que finalement il y ait une sorte de dépréciation de cette guerre et que l'effort de guerre s'amenuise sur le territoire? Ouais, je dirais même que ça précède très largement 1917. Dès 1914, on contrôle l'opinion. On a, fin du mois d'août 1914, le préfet qui interdit par exemple aux crieurs de journaux de crier les nouvelles. Donc ils peuvent vendre leurs journaux, mais en silence. Mais en silence, ils ont le droit de crier le titre, mais pas de crier la teneur de ce qu'il y a dans le journal, et donc ne pas dire recul sur le front en Belgique par exemple, dans les Ardennes. On ne doit pas citer l'exactitude des faits. Et pour autant, l'information, elle va circuler. L'information, elle circule à travers la correspondance. Hein. La Première Guerre mondiale est une guerre de l'écrit. Et pourtant, quand on va dans l'exposition, moi j'ai mis un casque un peu au hasard ce matin, il y a un des soldats qui explique qu'il voudrait dire plein de choses, mais que quelque part, il ne peut pas dire ce qui se passe. Il y a certainement une forme d'autocensure, d'une part, c'est sûr qu'on n'écrit pas... Sur le front, on leur demande pas de ne pas écrire des choses, c'est les poilus eux-mêmes, les soldats eux-mêmes qui s'autocensurent. Il y a une forme d'autocensure et il y a aussi une forme de censure. Maintenant, les historiens qui ont étudié assez largement cette question disent qu'il y a peut-être de l'ordre de 10% des lettres qui vont passer à la censure parce que, matériellement, il n'est pas possible de contrôler l'ensemble des correspondances qui passent tous les jours. Hein. Comme je disais, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre de l'écrit. On s'écrit énormément, c'est des millions de correspondances échangées entre le front et l'arrière, donc tout ne peut pas être contrôlé. Donc il y a certainement une part de calcul. Enfin, quand on écrit quelque chose, peut-être que la lettre passera, peut-être qu'elle ne passera pas. Et en tout cas, à travers ce qu'on montre dans l'exposition, je pense qu'on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui passent dans ces correspondances. Yuen. Et c'est vrai qu'on le voit bien, il y a plusieurs types d'écrits chez les soldats, et quand ils écrivent à leur famille, il y a une vraie forme d'autocensure, et quand ils écrivent dans leur propre carnet ou dans leurs journaux, la violence est très présente. On a un récit d'un bombardement allemand sur un hôpital où là, un des médecins qui va écrire pour lui-même le récit va utiliser des termes très très crus qu'il est difficile de faire passer après aux familles. Et donc c'est tous ces types de documents qui, remis ensemble, vont permettre de donner une multitude d'informations sur un conflit qui a été effectivement complexe à raconter parce que très traumatisant pour les hommes. Alors on voit dans cette exposition des sujets, comment gérer la mort de masse, comment les familles affrontent-elles la mort, parce que bon nombre de familles n'ont pas récupéré les corps. Les corps sont restés des fois sur place, et pour faire le deuil, c'est plus complexe. On a tenu à poser ces questions, et c'est très bien que vous le souligniez, de dire la guerre, elle a posé des questions, et on pose des questions aux visiteurs, et le document d'archives qui est vraiment au cœur de cette exposition va permettre aux visiteurs de se rendre compte qu'effectivement, il y a des problématiques très nouvelles, et la problématique de la mort, comment annoncer la mort, comment faire le deuil lorsque le corps n'est pas présent, comment célébrer le disparu, avec tous les monuments aux morts qui seront construits à la fin de la guerre. C'est vrai que c'est des questions totalement nouvelles qu'il a fallu affronter. Alors par contre, il y a un domaine que vous n'avez pas traité, mais je pense qu'il y en avait peut-être plein d'autres que vous n'avez pas traité.
C'est comment on se détend pendant la guerre. Quelle est la place à la culture? Quelle est la place, j'ai envie de dire, malgré la douleur, la tristesse, la tragédie de cet événement, comment on prend du temps pour un peu de frivolité? Effectivement, partant des archives personnelles notamment qu'on avait pu collecter dans le cadre de la préparation de l'exposition, c'est pas une thématique qui nous est apparue évidente à traiter d'une part, flagrante au regard aussi de la matière qu'on avait pu accumuler, et pourtant c'est vrai que la presse fait état d'un certain nombre de faits, de manifestations culturelles, sportives qui continuent à se dérouler dans le cadre de la Première Guerre mondiale. On sait qu'avec l'arrivée des Américains en 1917 à Nantes, c'est aussi certainement dans leur bagage des pratiques comme le jazz ou le baseball qui vont pouvoir se matérialiser. C'est même certain, parce qu'il y a quelques auteurs nantais qui ont écrit une histoire du jazz à Nantes et qui situent le début à peu près à l'arrivée des Américains en Loire-Atlantique. On a évoqué un petit peu la culture des soldats dans un panneau qui s'appelle « Les vies au front » pour montrer que entre les combats, qui prennent une part évidemment de la vie du soldat, le soldat doit se reposer, et donc il y a des journaux de tranchées, il y a un exemplaire d'un journal de tranchée, il y a aussi une photographie qui représente une partie de carte, parce que les soldats, ils ont cette nouvelle sociabilité au front, entre hommes, dans les moments où on n'est pas dans la tranchée pendant les combats, ou dans les moments où on est dans la tranchée mais où on n'est pas dans une zone de combat. Donc c'est vrai qu'à l'arrière, c'est une thématique que les documents nous invitaient un petit peu moins à traiter. Pour le front, on l'a traité un petit peu. C'est vrai qu'en même temps qu'il y a la guerre, la vie continue. La vie continue en Loire-Atlantique. C'est aussi le début, on le voyait, pour les femmes de rentrer à l'usine. Alors, c'est pareil, ceux qui ont bien travaillé leur livre d'histoire savent que du point de vue vestimentaire, il y a avant 14 et après 18, les vêtements se raccourcissent. Plus particulièrement d'ailleurs dans la bourgeoisie, mais aussi dans le monde ouvrier, dans le monde agricole. Alors vous me disiez en préparant l'émission que dans le monde agricole, quelque part, il y avait une sorte de continuité, mais c'est vraiment ce qui marque l'entrée des femmes dans le monde de l'industrie et de l'usine, 14. Oui, c'est ça qui est marquant avec la Première Guerre mondiale, dans un département rural comme l'était la Loire-Inférieure de l'époque. Les femmes avaient déjà un rôle dans les fermes, c'est évident. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est le fait qu'elles vont prendre la part laissée par les hommes dans les usines. On sait que localement, avec les usines métallurgiques de la Basse-Loire, il y a des usines où on produit des produits chimiques, des acides, où on tourne des obus. Et effectivement, les femmes vont avoir ce rôle-là. On estime qu'en 1918, il y a 82 usines dans le département qui travaillent pour l'effort de guerre, pour la défense nationale. Et sur les 23 000 ouvriers, il y a environ 4 500 femmes. Donc c'est vrai que c'est considérable. Il y a des endroits, je parle particulièrement des biscuiteries, des savonneries, le Fèvre Utile, où les femmes vont même avoir certaines formes de reconnaissance dans des postes d'encadrement, par exemple, d'encadrement intermédiaire. C'est pas forcément quelque chose qui subsistera beaucoup après la guerre. Et puis il y a l'invisible, il y a le rôle de la femme dans la famille, parce que c'est vrai que l'entrée des femmes dans le salariat, c'est pas vraiment une entrée dans le travail, parce qu'elles travaillaient beaucoup au sein des fermes, mais elles vont devoir assumer en plus le rôle que le père pouvait en partie jouer dans la maison, le rôle de chef de famille, et de matriarche. Ou de matriarche, voilà, s'occuper à la fois des enfants, du travail, et puis répondre aux demandes de l'État qui vont pousser les femmes à produire, essayer de produire dans leur jardin un peu plus de carottes et de choux pour pouvoir nourrir la famille, pour qu'on puisse réserver les productions soldats. Donc là, il y a une dimension invisible du rôle de la femme, mais qui va être tout à fait réelle par la suite de la guerre, dans la recomposition en fait des foyers et la nouvelle place progressive que la femme va prendre. Voilà, 1917-1918, on voit aussi poindre déjà en Angleterre, le féminisme commence déjà aussi à poindre avec les suffragettes en Angleterre. 1918, je crois que c'est le premier État qui aujourd'hui on dit encore européen, la Turquie, qui accorde le droit de vote aux femmes. Je crois que c'est à peu près vers ces dates-là. Nous, il faudra attendre 1945. On est toujours un petit peu une guerre de retard, voire deux là. Très rapidement, cette exposition, elle est aussi itinérante. C'est une exposition qui se veut pédagogique. Vous avez un site internet qui a vraiment été spécifiquement fait pour cette exposition, qui reprend énormément de choses de ce que l'on s'est dit. Cette exposition, on peut la voir où, quand, comment, elle se balade comment? Déjà à l'hôtel du département jusqu'au 29 mars. 29 mars. Jusqu'au 29 Donc mars. on a le temps d'aller la voir. Hein. Voilà, tous les jours. Et le dimanche après-midi, c'est ouvert de 13h à 18h. Et puis sur le département, il y a 4 jeux d'exposition itinérantes qui ont déjà commencé à tourner depuis le mois de septembre. C'est sur le site internet qu'on va pouvoir retrouver un petit peu toutes ces infos. Rubrique rendez-vous, l'ensemble effectivement des manifestations liées au programme La Loire-Atlantique se souvient.
Yoann, vous êtes aussi professeur en lycée. Les élèves des établissements scolaires, il y a un programme spécifique pédagogique qui leur est adressé ? Alors, on a accompagné l'exposition itinérante et l'exposition qui est au Conseil général d'un accompagnement pédagogique pour chaque panneau, avec pour les élèves une fiche avec des questions, pour les enseignants une version corrigée qui leur permet de préparer l'exposition. Donc ça, c'est un accompagnement pédagogique qui répond vraiment à une des demandes autour de cette exposition, qui était de dire, voilà, interrogeons, posons-nous des questions et trouvons la réponse par les documents. Donc les élèves vont pouvoir lire des documents, construire leur propre réponse et la confronter avec les textes de l'exposition. Vous trouvez, et on terminera là-dessus avant de faire une petite pause musicale avec Comme des enfants, et ça tombe très bien, de Cœur de Pirate, vous pensez que vous avez fait ou essayé de faire changer un petit peu le regard à ce que l'on peut trouver dans les manuels d'histoire qui communément à petit peu près toujours la même chose depuis presque depuis 100 ans? Effectivement, on essaye de sortir de la mise en avant de la seule figure de Poilu, et puis comparativement à peut-être des démarches aussi d'exposition classique, là, remettre le visiteur au centre du jeu face à la découverte des documents d'archives, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on espère avoir réussi. Et une exposition très accessible aux enfants, aux adolescents, il y a des vidéos, il y a des casques avec des textes qui sont lus, donc vraiment tout le monde peut y accéder. C'est vraiment en plus une balade, une visite à faire en famille. Et puis en plus elle est gratuite, il y a des médiateurs qui peuvent accompagner les visiteurs et répondre à leurs questions, donc c'est vrai que... Alors les médiateurs, c'est ceux qui sont devant à l'entrée Voilà, qui vont servir de guide. C'est bien de le dire, parce que moi j'y suis rentré, je ne le savais pas. Je l'ai laissé assise très gentiment. Mais... Et ils sont vraiment à la disposition pour répondre, pour accompagner et puis guider à l'intérieur de l'exposition pour qu'elle soit accessible effectivement à tous les publics. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été nos invités dans Ce n'est pas raisonnable ce samedi matin. On écoute tout